Bonjour à toutes et tous. Donc en effet, je suis donc ici pour vous présenter une partie de mes réflexions sur ce sujet des classes de mer et notamment aujourd'hui donc sur leur créateur Jacques Kerouas. Donc pour commencer, peut-être préciser un petit peu le contexte global dans lequel s'inscrit cette communication. Donc c'est un travail de thèse, une thèse qui traite de la socio-histoire des classes de mer, donc le dispositif éducatif des classes de mer, qui, au niveau historique, en fait, sont mal connus, sont très peu connus. Il y a une entrée principale qui est faite par les sciences de l'éducation, mais les classes de mer comme un phénomène social, analysé d'un point de vue historique, ça ne s'est pas fait, et c'est un peu l'objectif de ce travail de thèse. Avec quelle finalité visée? Tout simplement, en fait, l'idée d'analyser les classes de mer comme un fait socio-éducatif, de comprendre leur structuration et leur développement territorial par leur histoire et ses acteurs. Et forcément, quand on s'intéresse à ces acteurs, il y a une tête qui dépasse, il y a un nom qui revient avec insistance. Forcément, c'est celui de Jacques Kerouas. Donc, Jacques Kerouas, créateur, inventeur des classes de mer, que je vais brièvement vous présenter ici, pour essayer de comprendre un petit peu qui il était, de comprendre ses influences et son réseau. Donc déjà, Jacques Kerouas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est né dans l'entre-deux-guerres, que c'est un ancien résistant et qui va conserver des liens forts et un réseau conséquent par rapport à ce passé de résistant. Également, c'est quelqu'un qui est militant communiste, qui va même aller jusqu'à se présenter aux élections législatives en 62 dans la circonscription de Landivisiau dans le Finistère. Donc cet aspect communiste aussi qui est important dans son parcours, même s'il va petit à petit s'éloigner du parti. Et donc, c'est à la base un instituteur d'après des témoignages qui appartient à cette génération pour qui le métier est un sacerdoce. Donc un instituteur en fait qui va commencer sa carrière à Saint-Cadou dans les Monts d'Arrée, donc dans le centre Finistère, qui est une très belle région, mais qui a un défaut principal, c'est qu'il n'y a pas la mer. Et donc il va très vite chercher à se rapprocher de l'océan, parce que en plus d'être instituteur, c'est un sportif passionné, et un sportif passionné par la mer et par les sports nautiques. D'ailleurs, les revues d'éducation qui traitent des classes de mer aiment jouer sur cet aspect en rappelant, ou en notant en tout cas, que c'est un instituteur solide comme le granit breton, et à la fois bon maître et bon marin. Donc cette double casquette qui est souvent soulignée dans les revues d'éducation, dans la revue L'éducation notamment, pardon. Et aussi, point très important, qu'il est proche des milieux associatifs et culturels, très investis, qu'il essaye par divers moyens de rapprocher culture, jeunesse et éducation. Il partage la vision de l'éducation populaire des CMA, il est relativement proche des CMA, et donc il est sensible à leurs travaux, à leurs idées. Donc, de là, comment vont naître les classes de mer, une fois qu'on a présenter rapidement le personnage. Déjà, présenter brièvement le contexte d'apparition. Évidemment, c'est seconde moitié du XXe siècle, un courant majeur pour les initiatives pédagogiques qui visent à rendre l'apprenant plus acteur. On est en plein dans l'éducation nouvelle, dans le plan Langevin-Vallon, évidemment, vous le savez. Et donc, il y a aussi les classes de neige qui apparaissent une dizaine d'années avant les classes de mer, et qui vont mettre en application le mi-temps puis le tiers-temps pédagogique. Et Jacques Kerouas sera très sensible à ça, il va beaucoup se renseigner sur ce procédé, et lui ne comprend pas qu'une telle entreprise n'ait pas encore été faite sur le littoral, parce qu'il ne voit pas pourquoi la mer ne pourrait pas être utilisée comme l'est la montagne avec les classes de neige pour créer une entreprise originale d'éducation globale. Donc, de là, on comprend très vite la volonté de décloisonner les apprentissages du premier degré, de faire classe hors les murs par Jacques Kerouas, qui est un enseignant mais qui s'ennuie un petit peu en classe. Pour lui, il faut faire sortir les élèves, et transplanter la classe sur le littoral lui semble être la meilleure façon de former autant le corps que l'esprit. Donc, il peut être également intéressant de rappeler, comme l'écrit en fait Édouard Solal, qui est peu cité et peu connu, mais très intéressant.
parce que les théoriciens de l'EP scolaire à cette époque-là privilégient la dimension scientifique et médicale tout en lui adjoignant une dimension sociale et morale qui va beaucoup marquer aussi le passage de Jacques Kéroas. Donc, quand on lui demande de justifier cette initiative, Jacques Kéroas il se justifie de la manière suivante: les classes de mer pour sortir du ghetto de l'école, sortir des structures et sortir les enfants de la ville. Donc on comprend bien cette volonté de rapprocher les enfants de la nature par l'éducation. Et donc on voit Jacques Kéroas ici en action, donc qui est ici donc en train de faire cours en vareuse et marinière bien sûr, et on comprend cette volonté et qui s'inscrit pleinement dans l'éducation populaire, avec la volonté de démocratiser la voile, d'ouvrir tous les enfants à la culture maritime, de les emmener dans un environnement que pour la plupart ne connaissent pas. Et ça s'illustre d'autant plus avec deux citations clés du personnage qui expliquent que la mer soit ou non son destin, l'enfant ne peut ignorer ce qui fait l'essentiel de sa planète. Et aussi, à l'origine des classes de mer, on s'est aperçu que beaucoup de petits Brestois ne connaissaient pas la mer, alors que la mer est à quelques centaines de mètres de chez eux. Voilà. Et donc, comment vont vraiment naître les classes de mer? Tout simplement, en 1964, création des classes de mer au centre nautique de Logona d'Aoulas, un centre nautique en fait qui est apparu en 1962 à l'initiative déjà de Jacques Kéroas, qui a trouvé un site à l'abandon et qui, avec quelques amis, quelques anciens résistants notamment, d'où l'importance de son réseau, va petit à petit structurer ce centre nautique, va bricoler un centre pour permettre d'accueillir des enfants pendant plusieurs semaines. Ah, et là, du coup, ça ne passe pas. Mais en tout cas, il est soutenu donc par différents réseaux, notamment le réseau de l'Union nautique finistérienne, en fait, créé en 62, qui regroupe tous les centres nautiques et qui vont l'accompagner dans cette initiative des classes de mer. Et il va créer l'association finistérienne pour le développement des classes de mer par la suite aussi, pour collaborer avec d'autres acteurs et permettre petit à petit l'institutionnalisation du modèle. Et donc, Jacques Kéroas, très rapidement, va être le premier enseignant détaché par l'éducation nationale, avec deux principales missions. D'abord, développer les classes de mer, ou en tout cas continuer l'expérimentation des classes de mer, comme le notait l'inspecteur d'académie du Finistère à l'issue de la première classe de mer. Je souhaite vivement que cette expérience connaisse de nombreux prolongements. Donc il y a la volonté d'inscrire ce dispositif sur du long terme, ou en tout cas de voir ce que ça peut donner. Et aussi poursuivre la démocratie du nautisme qui est souhaitée dans cette seconde moitié du XXe siècle, souhaitée par l'éducation nationale et par Jeunesse et Sport notamment. Et donc, de là, il va y avoir un développement constant et des expériences reconduites sur tout le littoral breton dès 1966, avec l'impulsion en tout cas de Jacques Kéroas. Parce que là, on voit, c'est un document qui date de 1974, et tout le littoral breton commence petit à petit à se structurer, à accueillir des classes de mer dans des centres nautiques. Donc il y a tout ce développement nautique qui se passe avec les classes de mer comme facteur important de ce développement. Parce que le fait qu'il y ait des classes de mer, ça permet forcément au centre nautique de se développer tout au long de l'année, de vivre tout au long de l'année et donc de se développer. Et aussi, la voile scolaire, petit à petit, qui apparaît, qui se développe. On voit même dans l'Aube des opérations optimistes qui sont lancées dès 1970, la voile et l'enfant, qui apparaissent aussi, la voile pour l'enfant et pour permettre à l'enfant de développer ses apprentissages qui se fait, et les activités nautiques scolaires à Brest qui débutent à la fin des années 70, après donc que les classes de mer aient fait leurs preuves. Et aussi, on note bien que c'est une période où la considération des loisirs devient prégnante dans les réflexions en EPS. Et cette considération des loisirs, évidemment, Jacques Kéroas, c'est un peu son cheval de bataille, parce que pour lui, il ne comprend pas qu'on ait dissocié école et loisirs. Les deux contiennent des vertus éducatives pour la personnalité de l'enfant. Donc il est vraiment sur ce credo-là.
Et dans cette vision-là, il conserve des liens, il échange régulièrement avec les CMEA, notamment pour savoir comment structurer les journées, comment permettre à ces enfants d'atteindre un développement complet, on pourrait dire. Et donc, comme ça a été le cas avec les classes de neige, lorsque l'expérimentation se diffuse, elle devient innovation, et les classes de mer, elles vont être institutionnalisées en 1971, institutionnalisées par l'éducation nationale, et vraiment sur un versant plutôt école primaire. On n'est pas forcément sur une vision EPS de la chose. En tout cas, Jacques Kérois, c'est grâce à son travail qu'elles vont être institutionnalisées comme un modèle éducatif global, avec des correspondances régulières avec les services de l'éducation nationale. C'est vraiment monsieur classe de mer en fait, pour l'éducation nationale. Il participe aux réunions pour la création d'un statut pour les classes de mer, et il développe tout un réseau de soutien qui encourage la création de ce modèle, notamment avec des élus, des acteurs associatifs et des acteurs nautiques. Donc, au niveau de ses liens avec les CMEA, notamment, j'ai pu rencontrer André Fapani, en fait, qui était responsable au niveau des CMEA Bretagne, et qui m'expliquait qu'au niveau administratif, c'était le patron, tout passait par lui, mais qu'il avait énormément à proposer aussi au niveau pédagogique. Il était très, très innovant à ce niveau-là. Et donc, ça se faisait souvent en concertation avec les CMEA. Comme on peut le voir, donc sur la première photo, on voit des enfants qui débutent la voile pendant une classe de mer, et à côté des enfants donc, qui pique-niquent ensemble. Il y a une sorte de vision un petit peu coloniale aussi dans les modèles des classes de mer, puisque les enfants sont tout le temps ensemble. On cherche à proposer un temps scolaire hors du temps scolaire, entre guillemets, puisque les rôles classiques sont un petit peu cassés. L'enseignant devient le moniteur, quelque part, d'une certaine façon. Il est tout le temps avec les enfants. Il y a aussi cette idée-là dans ce que propose Jacques Kérois. Et donc, les époques changent, mais le modèle évolue. Et toutefois, c'est toujours Jacques Kérois qui va rester en fait aux manettes. Il est notamment, il va participer à l'organisation du premier colloque sur les classes de mer pour réfléchir à ce modèle-là. Et il va, ça c'est relativement important, créer un centre de formation des éducateurs en milieu marin à Logona d'Aoulas, dans son centre historique. Et la création de ce centre de formation, elle se fait en concertation aussi avec les CMEA, justement pour savoir comment proposer des formations qui puissent correspondre au modèle et permettre aux enfants de continuer à apprendre. Donc il va valoriser le modèle finistérien et participer à la création d'une image de marque qui montre aussi toute son importance, et il restera vice-président de l'association de promotion des classes de mer jusqu'au niveau national, donc jusqu'à son décès en fait en 92. Et sans Kérois, c'est vrai que les classes de mer semblent un petit peu se chercher un nouveau cap. Alors, il y a une période de turbulence dans les classes de mer dans les années 90 qui correspond à sa disparition. Bien sûr, je ne dis pas que c'est la disparition de Jacques Kérois qui crée cette période de turbulence, mais c'est vrai que sans boussole, c'est plus difficile de trouver sa route. Et sans Kérois, les classes de mer n'ont pas forcément su rebondir. Et le modèle évolue, les orientations changent, et on semble plutôt aller aujourd'hui vers une vision touristique des classes de mer au détriment de la pédagogie et donc de l'éducation physique à la base du modèle en fait, avec de moins en moins de pratiques. Donc justement au niveau des classes de mer et de l'éducation physique, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal en fait à faire cette communication, parce que au fond, Jacques Kérois, c'est plutôt un pédagogue, c'est pas forcément un penseur de l'EPS, même s'il y a des liens forcément. Et pour lui, le bateau, c'était un outil de découverte du milieu. Il excluait toute forme de compétition, comme l'expliquait Henri Lebeul, donc, qui était secrétaire général de l'association finistérienne pour le développement des classes de mer. Donc le sport nautique, en fait, visait surtout à comprendre l'environnement naturel dans lequel évolue l'enfant. Et on retrouve cette idée de transversalité dans les apprentissages, de constitution d'un modèle qui lie tous les moments de la journée. Les mathématiques, par exemple, ils se font aussi par la forme des voiles, par la taille des voiles. La physique, elle va se faire par les marées, par le vent,
comprendre à partir de l'environnement naturel, tout comme les sciences naturelles vont être travaillées avec l'environnement. Et donc, l'organisation de la journée des enfants en classe de mer doit prévoir la journée du lever au coucher pour une vie globale, unitaire et régulière durant le séjour. On retrouve donc bien là le tiers-temps pédagogique qui est mis en place à partir de ces années-là. Et les classes de mer, c'est une application concrète en fait, du tiers-temps pédagogique. Là, j'ai mis par exemple un emploi du temps type d'une journée. Et on voit donc que la journée est découpée en 3 temps. Temps de la vie quotidienne, le temps de la vie scolaire où se fait donc ce fameux tiers-temps avec les activités de base, les activités d'éveil et les activités physiques qui sont à la fois de la voile, du plein air. On est en plein dans le développement aussi de ces activités de plein air, les activités naturelles, les grands jeux et les jeux d'éducation physique. Et enfin, un temps de vie périscolaire où l'enfant évolue plutôt librement. Et donc, 5 minutes, ça va le faire, je pense alors. Et donc les classes de mer, comme je le disais, ne sont pas forcément un modèle d'éducation physique. Par contre, il y a des prolongements qu'on peut voir nés des classes de mer. On peut trouver une certaine filiation dans les classes de surf qui se développent, par exemple, pour le second degré, dans la généralisation de la voile scolaire qui, quand on regarde un petit peu les textes, sont en adéquation finalement avec les volontés initiales de Jacques Kéroas. Par exemple, après une rapide recherche au niveau de la revue EPS, on voit dans EPS 1 en 83, la voile, activité de pleine nature, est à l'EPS ce que la correspondance est au français et la situation problème aux mathématiques. Un moyen de faire travailler l'enfant en vraie grandeur, celle de l'éveil et non plus seulement sur des artifices scolaires. Ou plus récemment, la Fédération française de voile, quand elle explique pourquoi la voile est intéressante pour les enfants. La voile à l'école, une originalité pédagogique grâce à différentes spécificités. Le milieu instable et changeant, mobilisation des qualités intellectuelles, valorisation du travail en équipe. Donc autant de motivation à utiliser la voile que Jacques Kéroas mettait en avant dès la création de son modèle de classe de mer. Et donc, pour conclure, on peut dire que par le biais des classes de mer, finalement, Jacques Kéroas a participé d'une certaine façon à la rénovation de l'éducation physique en rendant l'apprenant plus acteur, en décloisonnant les apprentissages, en encourageant l'activité physique quotidienne à l'école et en faisant découvrir un milieu nouveau et instable. Et donc c'est un personnage qui aujourd'hui est unanimement respecté dans le milieu nautique breton, qui est conscient de l'héritage qu'il a laissé en lançant un modèle valorisant vraiment le nautisme. Et j'ai juste mis une photo de la stèle en fait en hommage qui est au centre nautique de l'Ogona d'Aoulas, donc et qui note bien, hein, il y a une forme de patrimonialisation dans l'édification de cette stèle, le centre nautique fondé par Jacques Kéroas, créateur des classes de mer. Voilà, merci beaucoup.